Bien, ce dialogue social, d'où vient-il, à quoi sert-il? Question évidente. C'est un besoin permanent. Et le besoin de relier les hommes, les femmes entre eux pour organiser le marché du travail et assurer la solidarité est important. On vient de le voir dans le chiffre qui vient d'être donné. Je relis, 78% des entreprises sont attachées aux valeurs de solidarité. Et ce mot est important. C'est au cœur de la démarche des relations sociales et du dialogue social. Où sont les acteurs? Partout, dans les entreprises, dans les branches, au niveau national, dans les territoires. Nous avons besoin de répondre à deux exigences. Une exigence d'ordre économique, il faut organiser le marché du travail, il faut, pour les entreprises, donner à toutes les entreprises les mêmes règles, il faut, et c'est la vertu d'ailleurs des négociations de branche, donner aux entreprises les mêmes règles en matière sociale, que la concurrence entre entreprises s'établisse sur les mêmes règles sociales, qu'il n'y ait pas de dumping social. Et puis, il faut aussi, pour les salariés, élever, grâce à ces négociations collectives de branches ou d'entreprises également, élever progressivement le niveau, le confort, le bien-être, l'amélioration. Au niveau territorial aussi, on parle depuis maintenant une grosse vingtaine d'années de l'importance grandissante du dialogue social territorial. Qui sont ces acteurs? Ces acteurs, ce sont les organisations syndicales, les organisations patronales. Évidemment, l'État, la puissance publique, les collectivités territoriales, tout le monde fait du dialogue social. Pourquoi ce dialogue social? Je vous ai répondu sur un premier point, organiser le marché du travail. C'est une réponse d'ordre économique. Il faut structurer. Bien, ce dialogue social, nous le savons, il doit s'étendre le plus possible sur l'ensemble des pays concernés par une même zone économique, l'Europe, bien évidemment, qu'il faut continuer à construire. Et la zone économique aujourd'hui, elle est universelle, elle est mondiale. La concurrence vient de partout. Et c'est en élevant le dialogue social au niveau mondial et non pas en le rabaissant, en cette année où nous préparons le centenaire de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui est une très belle instance de dialogue social, État, patronat et syndicats. Le dialogue social sert aussi, et le mot solidarité a une grande force, une grande valeur, il sert aussi à montrer que les entreprises, les territoires, les branches professionnelles sont des communautés humaines militantes et actives, que l'on vit ensemble. L'expression un peu à la mode et facile aujourd'hui du vivre ensemble ou mieux vivre ensemble, c'est une réalité très forte. Nous avons besoin d'assurer entre les personnes, non pas simplement des actes réalisés en direction des personnes, non pas des actes d'aide, d'assistance, de charité, mais de vraie solidarité, c'est-à-dire ne pas s'en remettre à l'État ou ne pas laisser les personnes se débrouiller toutes seules. Quand l'on dit ça, évidemment, on dit c'est une évidence, nous sommes en France. Il est des pays où il n'y a pas ce beau système de protection sociale qui donne évidemment beaucoup de corps à des personnes, de cœur à des personnes qui vivent ensemble. Tout ceci, ce sont un peu des évidences. Et c'est de tout temps que nous avons besoin d'assurer ce dialogue social dans une finalité à la fois économique et sociale. Nous vivons aujourd'hui, c'est une évidence, là aussi c'est une banalité, une période où le numérique bouscule les métiers, l'emploi, l'organisation du travail, les relations de travail et même la façon dont l'engagement collectif peut se développer. Et le thème de l'intervention qui m'a été demandé de faire très brièvement, c'est l'évolution du dialogue social à l'ère du numérique. Tout va fabuleusement vite. Et en même temps, rien de nouveau sous le soleil. Les Canulionnais en 1831 se battaient non pas sur le numérique, mais sur l'arrivée de nouvelles machines. Le ludisme en Angleterre, à peu près à la même époque, était l'acte militant qui consistait à casser la machine. On parle d'aujourd'hui. Une profession comme le transport taxi est complètement bousculée par l'arrivée du numérique. D'où des querelles, des bagarres lourdes, sérieuses, graves, entre chauffeurs de taxi et VTC. Deux données importantes. Source, le mois dernier, le Forum économique mondial, qui nous apprend que d'ici 2025, plus de la moitié des tâches réalisées sur un lieu de travail seront effectuées par des machines contre 29% aujourd'hui. Allons aujourd'hui dans une usine, de moins en moins de monde, de plus en plus de machines, de plus en plus de productivité, de plus en plus de produits finis, de produits sortis. Nous avons besoin de moins en moins de personnes pour produire, alors que la production grandit, que la richesse grandit,
et la question de la redistribution de ces richesses est un autre sujet, mais nous savons que cette mécanisation est une mécanisation grandissante. Et le numérique y contribue de façon assez fabuleuse. Deuxième donnée, cette numérisation bouscule bien évidemment les métiers, l'emploi et l'organisation du travail. En quelques années, 2025, même pas, nous aurons vu sur la planète périr environ 75 millions d'emplois. Et ces emplois, nous les connaissons, nous les fréquentons aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont comptables, secrétaires, caissiers ou caissières dans un grand magasin, qui travaillent dans des usines d'assemblage, les services postaux. Le numérique tue le postier. Le postier a besoin de se réorganiser. La Poste a besoin de se réinventer. Mais si nous allons voir la disparition de 75 millions d'emplois, nous allons avoir dans la même période la création d'environ 58 millions d'emplois nouveaux nets. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura 133 millions d'emplois nouveaux, c'est la fameuse destruction créatrice qu'affectait tant Schumpeter. Au total, nous aurons 58 millions d'emplois nouveaux d'ici 2025. Alors, ces emplois, ils arrivent dans des secteurs comme, évidemment, le big data, l'intelligence artificielle, le marketing, et nous manquons, dans certains secteurs en France, nous le sentons, de travailleurs qualifiés. Nous avons des chômeurs en nombre inquiétants, et nous avons aussi des secteurs en tension. J'étais la semaine dernière dans une belle entreprise de haute technologie, on peut la citer, Naval Group. Ils recherchent des ingénieurs en cybersécurité, ils organisent des job dating. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur important et performant qui ne soit pas en tension pour attirer à lui les belles compétences. Et tout ceci, évidemment, bouscule les acteurs, j'y reviendrai. Le numérique modifie également les comportements au travail. Le temps ancien où l'on travaillait sur le même lieu de travail, toute sa vie professionnelle, au même endroit pour effectuer les mêmes gestes, cette règle des 3 unités, elle a depuis longtemps volé en éclats. C'est la fameuse phrase de Boileau, « Qu'en un temps, qu'en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. » C'est beau comme une médaille du travail. Voilà. Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous serez grand tort. Aujourd'hui, vous demandez à un garçon, une fille qui a 20, 25 ans, dis donc, ça te tente la médaille grand tort? Les sourires dans la salle que je ne vois pas, mais que je devine, indiquent que non, c'est plus le truc. Non. Parce qu'effectivement, l'entreprise elle-même n'est plus en situation de dire « Entre chez nous petit, dans 30 ans, tu seras toujours là, même en changeant de métier ou de poste. » L'entreprise ne le dit pas et la jeune génération ne le souhaite pas non plus. On voit bien évidemment ces changements. De la même façon, les comportements au travail. Les générations montantes n'ont pas les mêmes comportements, la relation vie professionnelle, vie privée. Je vous parlais de Naval Group. Naval Group, c'est un centre de recherche au-dessus de Toulon. Je suis descendu visiter des sous-marins à la base navale. La marine, qui est une très belle armée, recrute, n'a pas de problème pour trouver des personnes pour aller œuvrer dans les sous-marins. Et un amiral qui nous recevait nous dit faire la guerre, ça, ils peuvent trouver une passion. Non pas faire la guerre, évidemment, mais à entrer dans un dispositif de défense. Par contre, nous avons beaucoup de mal à faire entrer dans un sous-marin, aujourd'hui, des garçons, et des filles aussi, mais des garçons qui vont être coupés de leur vie familiale pendant 70 ou 100 jours parce qu'ils seront en plongée totale. Et ça, c'est un problème lourd. C'est-à-dire que, autrefois, un marin partait sur un bateau, son conjoint ne lui disait pas dis donc, le petit, il a une otite, qu'est-ce que je fais? Et toi, tu n'es pas là. Voilà. Nous avons des changements. Ça veut dire donc que le sens de l'engagement professionnel se modifie, mais aussi la notion de solidarité et d'engagement collectif. Les manifs, le 1er mai, je le dis évidemment peut-être avec déjà un peu de nostalgie, mais tombent. Par contre, les réseaux,
les engagements collectifs s'expriment. Les jeunes générations ne sont pas moins engagées, elles s'engagent différemment. La notion de solidarité ne disparaît pas, elle se modifie et elle s'exprime différemment. Alors bien évidemment, tout cela interpelle le dialogue social et les formes traditionnelles du dialogue social, je dirais presque entre risque et opportunité, parce que le besoin est toujours là. Mon propos de départ est bien là. Nous avons besoin d'organiser les collectifs au travail, dans l'entreprise, pour rendre l'entreprise performante et pour réduire les injustices, les inégalités. Nous avons toujours besoin de personnes qui portent les réclamations de leurs collègues, leurs revendications, sachent travailler dans l'intérêt du collectif. Donc nous avons besoin de tout cela. Et nous sentons bien que la régulation sociale au niveau national aujourd'hui est très bousculée. La tentation pour l'État de faire le bonheur du peuple malgré lui est bien établie. Relisons Bernanos, La France contre les robots, texte rédigé en 1946, où Bernanos quittait le Brésil, où il avait passé la guerre, il était d'une inspiration gaulliste, et il avait quitté l'Europe après avoir écrit le très beau livre « Les grands cimetières sous la Lune », où il avait dénoncé les exactions du système franquiste pendant la guerre d'Espagne. Et Franco était parti au Brésil, et il avait écrit ces quelques lignes sur la France contre les robots en disant « Finalement, ces machines qui arrivent vont détruire l'homme ». En fait, non. Bernanos a toujours eu cette foi en l'homme, cette foi dans le progrès en même temps, mais cette inquiétude de voir l'État prendre la main sur l'organisation des hommes par eux-mêmes, des hommes et des femmes par eux-mêmes. Et quand nous voyons aujourd'hui le dialogue social s'établir mal se positionner entre l'État, les acteurs sociaux et le marché, et la question du paritarisme est au cœur du sujet, eh bien nous sentons bien que les acteurs sociaux sont aujourd'hui contraints. Je ne voudrais pas aller plus loin, puisque c'est précisément le but de la table ronde que de voir les acteurs s'exprimer et dire leurs convictions, leurs positions, leurs propositions sur le sujet, mais nous voyons bien que la crise du paritarisme aujourd'hui, ce n'est pas une crise de tuyauterie, ce n'est pas une crise qui consiste à dire ce que faisaient les acteurs sociaux, eh bien maintenant c'est le marché qui va le faire, ou c'est l'État qui va le faire. Alors, dans les faits, nous voyons aujourd'hui l'État, je prends un geste peu élégant, mais comment dire, prendre en main la protection sociale. Mais la question de fond, ce n'est pas une question de gros sous, c'est une question de vie en société, d'organisation, de rôles respectifs de l'État et des acteurs sociaux à tous les niveaux. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette très brève présentation. J'essaie de tenir le délai qui m'était imparti, Isabelle. Et nous avons besoin de savoir, dans les entreprises, ce qui va être construit, les services proposés aux nouvelles générations, quels services, le rôle des managers dans les entreprises aussi, le rôle des DRH, le rôle des représentants du personnel, le rôle des organisations syndicales. Oui, nous avons aujourd'hui une certaine crise de la représentation collective, mais la représentation collective est un besoin permanent, comme le dialogue social, et la force des acteurs sociaux, c'est précisément de se donner la mission d'organiser eux-mêmes la société. C'est une mission très forte. Lorsque, le 21 mars 1884, un grand républicain, Waldeck-Rousseau, a installé la loi reconnaissant la liberté syndicale, il a écrit l'article 2, qu'il a d'ailleurs inspiré quand le même Waldeck-Rousseau est devenu président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, en 1901, lorsqu'il a rédigé les textes autorisant la liberté d'association. Waldeck-Rousseau, qui, je ne sais pas où est la Concorde, qui a un très beau monument à l'intérieur du jardin des Tuileries. Après la soirée, peut-être un petit pèlerinage va être organisé en sa direction. Mais Waldeck-Rousseau a défini ainsi les syndicats. Les syndicats, les organisations syndicales, employeurs, salariés, commerçants, agriculteurs, se donnent pour mission, les syndicats peuvent se constituer. La forme pronominale est intéressante. Personne ne leur demande de faire quelque chose. Ça ne vient pas d'en haut. C'est eux qui s'organisent. Et quand
en 1958, l'assurance chômage a été créée, quand en 1947, le premier régime de retraite complémentaire, l'AGIRC, a été créé, qu'en 1970, les premiers textes de la formation professionnelle ont été créés, quand toutes les structures à gestion paritaire ont été créées, ça a toujours été à l'initiative des acteurs. Et quand aujourd'hui on voit l'État donner une loi, dicter une copie ou dicter la conclusion, c'est une erreur lourde et grave. Les acteurs ont besoin d'être libres, évidemment. Leurs compétences nécessitent d'être complétées, assorties, rénovées par une capacité renforcée. C'est toute la question entre la compétence et la capacité, la différence. L'État n'a pas compétence à gérer toute la vie sociale et les acteurs sociaux ont pleine compétence à le faire. La question de la capacité vient après. Voilà, Isabelle. Merci beaucoup.